Lors du premier jour de travail de la secrétaire, le millionnaire est resté figé en la voyant devant lui. Elle est identique à son amour de jeunesse qui a disparu il y a 29 ans. Le matin de septembre tombait sur Paris avec cette lumière dorée qui transformait même les façades les plus austères en promesses d'éternité. Gaspard Montrevault observait la ville depuis les baies vitrées de son bureau au 42e étage, les mains croisées dans le dos, la silhouette toujours aussi imposante malgré ses 52 ans. L'empire qu'il avait bâti s'étendait sous ses yeux. Des dizaines d'entreprises, des milliers d'employés, un chiffre d'affaires qui faisait trembler la concurrence européenne. Pourtant, chaque matin, la même question le hantait. Pour qui tout cela ? Monsieur Montrevault. La voix de son assistante le tira de ses pensées. Votre nouvelle secrétaire exécutive arrive dans 10 minutes. Gaspard hocha la tête sans se retourner. Depuis la retraite de Madame Dubois, il avait refusé de rencontrer les candidates, trop fatigants, trop inutiles. Il avait laissé les ressources humaines décider pour lui. Après tout, quelle importance ? Une secrétaire en valait une autre. Il retourna s'asseoir à son bureau d'acajou massif, celui-là même qu'avait utilisé son père Henri avant lui. Sur le cuir patiné, une seule photo trônait, Ariane et lui, quelques semaines avant leur mariage prévu, 29 ans déjà, 29 années à porter ce poids, cette question sans réponse qui rongeait ses nuits. Notre amour est impossible. Pardonne-moi de partir sans explication. Ces mots, il les connaissait par cœur. Cette écriture penchée, délicate, qui avait signé son arrêt de mort émotionnel, Ariane Vaillancourt, 23 ans, des yeux verts comme des émeraudes sous la pluie, un rire qui faisait danser les feuilles des platanes de Bordeaux, disparu la veille de leurs noces. Comme si la terre l'avait avalé, il ferma les yeux, et comme chaque jour depuis près de 3 décennies, le souvenir refit surface avec une netteté cruelle. Domaine Montrevault, Val-de-Loire, octobre 1995. La robe de mariée était suspendue dans la chambre d'amis, blanche comme une promesse. Ariane avait insisté pour passer sa dernière nuit de célibataire dans l'ancienne demeure familiale, entourée des vignes qu'elle aimait tant. Gaspard, lui, était resté à Paris pour régler les derniers détails de leur lune de miel en Toscane. « Tu me manques déjà », lui avait-elle dit au téléphone, vers 22h, sa voix portait cette mélancolie douce qu'il adorait. « J'ai hâte de devenir Madame Montrevault. Dans 15 heures, ma chérie, dans 15 heures, tu seras mienne pour toujours. » Ce furent leurs derniers mots. Au matin, la robe était toujours là. Ariane avait disparu. Pas de traces de lutte, pas de signe d'effraction, juste cette lettre sur l'oreiller. Et le vide, un vide qui avait dévoré sa vie entière. « Monsieur, Mademoiselle Beaumontel est arrivée. » Gaspard ouvrit les yeux, chassant les fantômes. Il glissa la photo dans le tiroir de son bureau, un rituel qu'il répétait chaque fois qu'il recevait quelqu'un. « Faites-la entrer. » Il se leva, ajusta sa cravate Hermès et attendit. Les pas résonnèrent dans le couloir menant à son bureau, accompagné de la voix de son assistante qui expliquait les règles de base. Pas d'interruption sans rendez-vous, café noir sans sucre, réunions planifiées à la minute près. La porte s'ouvrit, le temps s'arrêta. Devant lui se tenait une femme d'environ 28 ans, brune aux reflets châtains, vêtue d'un tailleur noir simple mais élégant. Elle avait cette grâce naturelle des femmes qui n'ont pas eu la vie facile, mais ont gardé leur dignité intacte. Mais ce n'était pas cela qui clouait Gaspard sur place. C'était à ses yeux, verts, exactement du même vert troublant qu'Ariane. Cette nuance particulière entre l'émeraude et l'eau de mer, avec ses petites paillettes dorées qui s'allumaient selon la lumière. Identique, impossible, mais identique. « Bonjour, monsieur Montrevault. » Sa voix était claire, assurée malgré une pointe de nervosité compréhensible. « Claire Beaumontel, je vous remercie de me recevoir. » Elle tendit la main. Gaspard la fixa sans bouger, incapable de détacher son regard de ce visage qui ressuscitait des morts. Même ligne de la mâchoire, même dessin des lèvres, même port de tête légèrement incliné vers la droite quand elle souriait. « Monsieur », Claire laissa retomber sa main, visiblement déstabilisée par son silence. « Gaspard se reprit, luttant contre le vertige qui s'emparait de lui. « Excusez-moi, asseyez-vous, je vous prie. » Il contourna son bureau, les jambes flageolantes, et se laissa tomber dans son fauteuil. Claire s'installa face à lui, croisant les jambes avec cette élégance naturelle qu'avait Ariane. Même geste, même grâce. « Votre CV est impressionnant, mademoiselle. »
Beaumontel. Elle sourit, et ce sourire lui transperça le cœur comme une lame rouillée. J'ai travaillé 5 ans chez Lagardère, puis 3 ans chez Bouygues. Je maîtrise 4 langues, et je suis habituée aux environnements exigeants. Gaspard l'écoutait sans entendre. Comment était-ce possible? Cette ressemblance ne pouvait pas être un hasard. Pas à ce point. Même la petite fossette au menton, même la façon de pencher la tête quand elle réfléchissait. « Monsieur Montrevault, vous allez bien ?» Il cligna des yeux, réalisant qu'il la fixait depuis plusieurs minutes sans dire un mot. « Pardonnez-moi, j'ai beaucoup de choses en tête. Parlez-moi de vous, votre famille, vos origines. » Une ombre passa sur le visage de Claire. « Je vis avec ma mère adoptive, Sabine Beaumontel. Elle m'a élevée depuis que j'étais bébé. C'est pour elle que j'ai besoin de ce poste. Si je puis me permettre cette franchise, elle est malade, et les frais médicaux. » Elle s'interrompit, rougissant légèrement. « Excusez-moi, ce ne sont pas vos préoccupations. » Sabine Beaumontel. Le nom résonnait dans la mémoire de Gaspard comme un écho lointain. Ce nom me dit quelque chose. Elle a travaillé dans quelle branche? Oh, un peu partout, femme de ménage, gouvernante, cuisinière. Elle n'aime pas trop parler de cette époque. Elle dit que le passé appartient au passé. Gaspard sentit son pouce accélérer. Une gouvernante qui ne voulait pas parler du passé. Cette ressemblance troublante. Ses yeux impossibles. Vous êtes née où, mademoiselle Beaumontel? Près de Tours, dans l'Indre-et-Loire. Maman m'a toujours dit que mes parents biologiques étaient morts dans un accident. Elle marqua une pause. Et pour la première fois, sa voix trembla légèrement. Je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Sabine est ma vraie famille. L'Indre-et-Loire, le Val-de-Loire, là où Ariane avait disparu. Gaspard se leva brusquement. Tournant le dos à Claire pour dissimuler son trouble, ses mains tremblaient. 29 ans. Si Ariane était partie enceinte, si elle n'était pas partie de son plein gré, si... Le poste est à vous, mademoiselle Beaumontel. Il avait parlé sans réfléchir. Poussé par une urgence qu'il ne comprenait pas lui-même, vraiment, Claire se leva à son tour, et il entendit la joie dans sa voix. « Merci infiniment, monsieur. Vous ne le regretterez pas. Vous commencez lundi, mon assistante vous expliquera les détails. » Il ne se retourna pas, même quand elle le remercia encore, même quand la porte se referma sur elle. Il resta planté devant ses baies vitrées, le regard perdu sur Paris, l'esprit en ébullition, dans le reflet de la vitre. Il crut voir Ariane lui sourire. « Nom de Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Le petit appartement de Belleville baignait dans cette lumière tamisée du dimanche matin qui rendait même la vétusté chaleureuse. Claire Beaumontel reposa délicatement la tasse de tisane sur la table de chevet et observa Sabine qui dormait encore. Le souffle court mais régulier, à 67 ans, sa mère adoptive portait le poids de trop d'années difficiles, de trop de secrets gardés. « Maman », murmura Claire en caressant doucement la main ridée, « j'ai une excellente nouvelle. » Sabine ouvrit les yeux lentement, ce regard gris délavé qui avait tant d'histoires à raconter, mais qui se fermait dès qu'on l'interrogeait sur le passé. « Ma petite Claire. » Sa voix était rauque, fatiguée. « Quelle heure est-il ?»« Presque 10 heures. Tu as bien dormi ?»« Comme toujours. »« Et toi, tu es rentrée tard hier soir, cet entretien. » Claire sourit, incapable de contenir sa joie. « J'ai eu le poste, maman, chez Montrevault Industries. Tu te rends compte ? Le salaire va nous permettre de payer tes traitements sans problème. » L'effet fut immédiat. Sabine se redressa brusquement dans le lit, les yeux écarquillés, une pâleur soudaine envahissant son visage. « Montrevault, tu as dit. Montrevault. »« Oui, pourquoi ? Tu connais cette entreprise. » Sabine détourna le regard, ses mains tremblant légèrement. « Non, non, c'est juste que... c'est un nom qui sonne bien, voilà tout. » Elle força un sourire. « Je suis fière de toi, ma chérie. » Mais Claire connaissait sa mère adoptive par cœur. Cette réaction n'était pas normale. Ce nom provoquait chez Sabine le même genre de trouble que quand elle parlait dans son sommeil de « la petite qu'elle avait sauvée » ou quand elle murmurait des excuses à des fantômes invisibles. « Maman, si tu sais quelque chose sur cette famille, je ne sais rien du tout. » La véhémence de Sabine surprit Claire. « Et de toute façon, ça ne me regarde pas. Toi non plus. D'ailleurs, tu fais ton travail, tu prends ton salaire, et tu ne poses pas de questions. » « C'est compris. » Claire acquiesça, troublée. Sabine avait toujours eu cette façon brusque de clore certaines conversations, mais là, c'était différent.
Il y avait de la peur dans ses yeux. Le lundi matin arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Claire se présenta à l'accueil de la tour Montrevaux à 8 heures précises, vêtue de son meilleur tailleur, celui qu'elle réservait aux grandes occasions. L'assistante de direction, une femme d'une 50aine d'années au sourire professionnel, l'accueillit avec une efficacité toute militaire. Mademoiselle Beaumontel, Sylvie Moreau, assistante de Monsieur Montrevaux. Il vous attend. Elles traversèrent des couloirs aux murs ornés de toiles contemporaines, croisèrent des employés qui marchèrent d'un pas pressé, des téléphones qui sonnaient sans interruption. L'atmosphère était tendue, électrique, comme si l'empire entier fonctionnait à l'adrénaline pure. Quelques règles de base, expliqua Sylvie en marchant. Monsieur Montrevaux arrive à 7h30 précise. Café noir, sans sucre, température exacte de 75 degrés. Il ne supporte pas les retards, les excuses, ou qu'on touche à ses affaires personnelles. Son bureau est son sanctuaire. Elles s'arrêtèrent devant la porte familière. Une dernière chose. Ne vous formalisez pas s'il vous semble. Distant, au début, il a vécu des épreuves difficiles. La porte s'ouvrit sur Gaspard Montrevaux, debout face à ses baies vitrées, exactement dans la même position que 3 jours plus tôt. Claire remarqua immédiatement sa raideur. Cette tension dans les épaules qui trahissait une nuit blanche. « Monsieur, Mademoiselle Beaumontel est arrivée. » Il se retourna lentement, et Claire vit la même stupéfaction que lors de leur première rencontre traverser ses traits, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un d'autre. Comme s'il était déçu ou soulagé qu'elle soit bien réelle. « Bonjour, Mademoiselle Beaumontel. » Sa voix était maîtrisée, professionnelle, mais Claire perçut une fêlure subtile. « J'espère que vous êtes prête à découvrir l'univers Montrevaux. » Les premières heures furent un tourbillon d'informations. Sylvie lui expliqua les systèmes informatiques, les codes d'accès, l'organisation des rendez-vous. Claire s'adaptait rapidement, sa formation et son expérience précédente lui permettant de saisir les enjeux complexes de l'empire industriel. Mais ce qui la troublait, c'était l'attitude de son patron. Gaspard Montrevaux l'observait, constamment. Elle le sentait épier chacun de ses gestes quand elle pensait qu'il ne regardait pas, quand elle apportait des dossiers, quand elle prenait des notes, quand elle répondait au téléphone. Son regard la suivait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Vers midi, elle frappa à sa porte avec le planning de l'après-midi. Entrez. Il était assis à son bureau, fixant une photo qu'il remit précipitamment dans un tiroir en la voyant approcher. « Votre planning, monsieur. Réunion avec les actionnaires à 14h, conférence téléphonique avec Londres à 16h, et... Asseyez-vous. » L'interruption la surprit. Claire s'installa face à lui, remarquant pour la première fois les cernes sous ses yeux. Cette fatigue profonde qui semblait gravée dans ses traits. « Vous vous adaptez bien, c'est surprenant. J'ai l'habitude des environnements exigeants. Parlez-moi de votre mère adoptive. » La question fusa sans préambule. « Cette Sabine Beaumontel ?» Claire fronça les sourcils. « Je ne vois pas le rapport avec mon travail, monsieur. Indulgez-moi. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence contenue qui la troublait. « Eh bien, Sabine m'a élevée seule. Elle a enchaîné les petits boulots pour me permettre de faire des études. Femme de ménage, gouvernante, cuisinière, elle a toujours refusé de parler de son passé, de mes parents biologiques. Elle dit que seul l'avenir compte. Gouvernante où ? » L'insistance de Gaspard commençait à l'agacer. « Je l'ignore, dans des châteaux. Des grandes maisons. Monsieur, puis-je savoir pourquoi ces questions ?» Gaspard se leva brusquement et retourna à sa fenêtre. Claire observa sa silhouette tendue, ses poings serrés le long du corps. « Vous me rappelez quelqu'un. » « Ah !» Claire ne sut que répondre. « À quelqu'un de votre famille. » Un rire amer lui échappa. En quelque sorte, il se retourna vers elle, et elle fut frappée par la détresse qu'elle lut dans ses yeux. « Dites-moi, Claire, puis-je vous appeler Claire ?» Elle hocha la tête, déstabilisée par ce tutoiement soudain. « Avez-vous déjà eu l'impression que le destin vous jouait des tours cruels, qu'il vous envoyait exactement ce dont vous aviez besoin au moment où vous ne pouviez plus le supporter ?» Claire ne comprenait pas où il voulait en venir, mais quelque chose dans sa voix la touchait profondément, une souffrance ancienne, un chagrin qui semblait avoir façonné chaque ligne de son visage. Je ne sais pas, mais j'ai toujours pensé que les rencontres importantes n'étaient jamais dues au hasard. Les rencontres importantes,
Il répéta ces mots comme s'ils avaient un goût amer. « Vous croyez au destin, Claire ? Je crois que nous nous trouvons quand nous sommes prêts à nous trouver. » Quelque chose changea dans l'expression de Gaspard. Une douceur inattendue, mêlée d'une tristesse infinie. « Vous avez ces mots, exactement ces mots. Ces mots. » Mais déjà, il refermait son visage, redevenait le patron distant et professionnel. « Excusez-moi, j'ai eu une longue nuit. Pouvez-vous annuler mes rendez-vous de cet après-midi ? J'ai des recherches à faire. » Claire quitta le bureau plus troublée qu'elle ne voulait l'admettre. Cette conversation n'avait aucun sens, et pourtant, elle ressentait la même connexion inexplicable qu'elle avait éprouvée lors de leur première rencontre. En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouva Sabine dans un état d'agitation inhabituel. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ? » « Bien, monsieur Montrevault est particulier, il m'a posé des questions sur toi. » Sabine laissa tomber la tasse qu'elle tenait. Le porcelaine se brisa en 1000 morceaux sur le carrelage de la cuisine. « Des questions sur moi ? Quel genre de questions ? Sur ton passé, tes anciens employeurs, maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es blanche comme un linge ?» Sabine se laissa tomber sur une chaise, ses mains tremblant violemment. « Ma petite Claire !» Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Il faut que tu quittes ce travail, immédiatement. » « Quoi ? Mais pourquoi ? On a besoin de cet argent. L'argent ne vaut pas. » Sabine s'interrompit, secouant la tête. « Fais-moi confiance. S'il te plaît, quitte ce travail. » Non. Pour la première fois de sa vie, Claire s'opposa frontalement à sa mère adoptive. Pas sans explication. « Tu me caches quelque chose, maman. Quelque chose d'important. » Et ça a un rapport avec Gaspard Montrevault. Les yeux de Sabine se remplirent de larmes. Certains secrets sont des prisons, ma chérie, et certaines clés ne doivent jamais être tournées. Les semaines qui suivirent prirent une tournure que Claire n'avait pas anticipée. Gaspard Montrevault, cet homme distant et professionnel qu'elle avait rencontré le premier jour, laissait progressivement place à quelqu'un de plus humain, de plus accessible, et cela la troublait profondément. Tout avait commencé par de petites attentions, un café apporté à son bureau quand elle travaillait tard, des compliments sur son efficacité qui dépassaient le cadre strictement professionnel, des conversations qui s'étiraient bien au-delà des nécessités du travail. « Claire ?» Sa voix résonna dans l'interphone ce mercredi matin de novembre. « Pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît ?» Elle rassembla ses dossiers et traversa le couloir, remarquant au passage que Sylvie lui jetait des regards interrogateurs. L'assistante de direction avait commencé à faire des remarques sur le temps que passait M. Montrevault avec sa nouvelle secrétaire exécutive. Gaspard l'attendait, non pas derrière son bureau comme d'habitude, mais debout près de la grande table de réunion, où étaient étalés ce qui ressemblait à des documents médicaux. « Asseyez-vous, je vous prie. » Il désigna une chaise, puis s'installa face à elle. « J'ai une proposition à vous faire. » Claire fronça les sourcils, intriguée par son ton solennel. « J'écoute. C'est au sujet de votre mère adoptive, Sabine. » Il marqua une pause, étudiant sa réaction. « J'ai pris la liberté de me renseigner sur sa maladie. Cancer du pancréas, stade avancé. Le pronostic n'est pas encourageant. » Claire sentit sa gorge se serrer. Elle savait que l'état de Sabine s'aggravait, mais entendre les mots prononcés avec cette froideur clinique lui faisait l'effet d'un coup de poing. « Monsieur, je ne vois pas en quoi... » « Laissez-moi finir. » Gaspard poussa les documents vers elle. « Il existe un traitement expérimental en Suisse, très coûteux, mais les résultats sont prometteurs. Je suis prêt à le financer intégralement. » Claire fixa les papiers sans les voir, abasourdie. « Pourquoi ? Pourquoi feriez-vous cela ? Parce que vous êtes une employée précieuse. Et parce que... » Il hésita, cherchant ses mots. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance. » Quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité soudaine, toucha Claire au plus profond. Elle leva les yeux vers lui et fut surprise de découvrir une émotion brute dans son regard, comme s'il se livrait malgré lui. « Je ne peux pas accepter, c'est trop. Considérez cela comme une avance sur salaire, si cela vous met plus à l'aise, ou comme un investissement dans votre tranquillité d'esprit, ce qui, indirectement, profite à l'entreprise. » Il y avait tant d'espoir dans ses arguments, tant de désir mal dissimulé de l'aider, que Claire sentit ses défenses s'effriter. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» La question avait fusé sans qu'elle puisse la retenir. Gaspard la regarda longuement, et elle eut l'impression qu'il luttait contre une envie folle de tout lui dire, de révéler ce secret qui le rongeait visiblement. « Vous me rappelez quelqu'un d'important ? Quelqu'un que j'ai perdu ? Votre épouse ? » « Non,
Je n'ai jamais été marié. » Il se leva brusquement et retourna vers ses fenêtres, cette position de repli qui lui était devenue familière. « Acceptez-vous mon aide, Claire ?» Le prénom, prononcé avec cette douceur teintée de mélancolie, fit battre le cœur de Claire plus vite qu'elle n'aurait voulu. Depuis quand se souciait-elle de la façon dont son patron prononçait son prénom ? « J'accepte, mais à une condition. » Il se retourna. « Surpris ? Laquelle ? Que vous m'expliquiez pourquoi, la vraie raison. » Gaspard la fixa intensément, et Claire eut l'impression qu'il pesait le pour et le contre d'une révélation majeure. Pas encore, peut-être, un jour. Ce soir-là, Claire rentra chez elle avec les documents du traitement suisse et le cœur en bataille. Comment expliquer à Sabine cette générosité soudaine ? Comment justifier l'intérêt inexplicable que leur portait Gaspard Montrevaux ? Elle trouva sa mère adoptive dans la cuisine, préparant une tisane avec des gestes lents et douloureux. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Sabine leva les yeux vers elle, et Claire fut frappée par la résignation qu'elle y lut, comme si elle s'attendait à une catastrophe. « Monsieur Montrevaux propose de financer un traitement pour toi, en Suisse. Un traitement qui pourrait... » « Non. » La réponse fusa, catégorique. « Hors de question. »« Mais maman, tu n'as même pas écouté. » J'ai dit non. Sabine abattit son poing sur la table, renversant sa tasse. « Cet homme ne nous doit rien. S'il propose ça, c'est qu'il veut quelque chose en retour. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir ?» Sabine la regarda avec une tristesse infinie. « La vérité, ma chérie, il veut la vérité. Et crois-moi, certaines vérités tuent plus sûrement que le cancer. » Les jours suivants, l'atmosphère au bureau changea subtilement. Gaspard se montrait plus présent, multipliant les occasions de rester seul avec Claire. Il lui apportait des fleurs le lundi matin, prétextant qu'elles égayaient l'espace de travail. Il l'invitait à déjeuner pour discuter de dossiers qui auraient pu être réglés en 5 minutes. Claire se surprenait à attendre ces moments avec une impatience qu'elle n'osait s'avouer. Il y avait quelque chose de magnétique chez cet homme torturé, quelque chose qui résonnait en elle de façon troublante. « Vous aimez Chopin ?» demanda-t-il un jeudi soir alors qu'il travaillait tard sur un projet de fusion. La question la surprit. Une mélodie s'échappait du système audio de son bureau, une nocturne mélancolique qui semblait parfaitement s'accorder à l'ambiance feutrée de la fin de journée. « J'adore. Sabine m'a fait découvrir la musique classique quand j'étais petite. La nocturne numéro 2, c'était la préférée d'Ariane. » Le nom lui échappa avant qu'il puisse se retenir. Claire leva les yeux vers lui, intriguée. « Ariane. » Gaspard ferma les yeux, visiblement en proie à un combat intérieur. « Celle que j'ai perdue, celle à qui vous ressemblez. Comment est-elle morte ? » « Elle n'est pas morte. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Elle est partie la veille de notre mariage, sans explication. » Claire sentit son cœur se serrer devant cette confession. La douleur dans la voix de Gaspard était si palpable qu'elle eut envie de le consoler, de poser sa main sur la sienne, de lui dire que tout irait bien. « Je suis désolée. Ça a dû être terrible. 29 ans. 29 ans que je me pose la même question. Pourquoi ? » Il la regarda alors avec une intensité qui la fit frissonner. « Et puis vous êtes arrivé, avec ses yeux, son sourire, sa façon de pencher la tête quand vous réfléchissez, comme si l'univers me tendait un piège cruel. Je ne suis pas elle, Gaspard. » Le prénom avait franchi ses lèvres naturellement, créant entre eux une intimité soudaine qui les surprit tous les deux. « Non, vous êtes vous, et c'est peut-être pire encore. » Il se leva et s'approcha d'elle. Claire sentit son parfum, cette fragrance boisée qui lui était devenue familière, cette présence troublante qui la faisait perdre ses moyens. Claire, sa main effleura sa joue, et elle ferma les yeux instinctivement. Ce geste était chargé d'une tendresse désespérée, d'un besoin de connexion humaine qui transcendait les convenances. « Ne faites pas ça », murmura-t-elle sans conviction. « Pourquoi ? Parce que vous ne me voyez pas vraiment ? Vous voyez elle à travers moi. » Gaspard retira sa main comme s'il s'était brûlé. « Vous avez raison, pardonnez-moi. » Mais quand elle rouvrit les yeux, elle lut dans son regard quelque chose qui la bouleversa. Du désir, certes, mais aussi une affection authentique qui n'avait rien à voir avec le fantôme d'Ariane. Le lendemain matin, un détective privé se présenta discrètement au bureau de Gaspard, Maître Durand, spécialiste des enquêtes familiales, ancien policier reconverti dans le privé après 30 ans de service. « Que voulez-vous savoir exactement sur cette Sabine Beaumontel ?» Gaspard lui tendit une photo de Claire prise lors d'un déjeuner d'affaires. Tout, ses antécédents professionnels, les circonstances de l'adoption de Claire,
ses liens éventuels avec le domaine familial de Montrevaux dans le Val-de-Loire. Vous soupçonnez quelque chose de particulier? Gaspard observa la photo, ce visage qui hantait ses jours et ses nuits. Je soupçonne que cette jeune femme est la clé d'un mystère vieux de 29 ans et que Sabine Beaumontel détient les réponses que je cherche depuis des décennies. Le détective hocha la tête et rangea ses affaires. Comptez sur moi, dans une semaine, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur ces deux femmes. Quand il fut parti, Gaspard retourna contempler Paris depuis ses fenêtres. Quelque part dans cette ville, Sabine Beaumontel gardait un secret qui pouvait changer sa vie à jamais. Il était prêt à tout pour le découvrir, même si cela devait le détruire. Au même moment, dans le petit appartement de Belleville, Sabine fixait une vieille photo jaunie qu'elle cachait au fond d'une boîte depuis 28 ans. Ariane Vaillancourt souriait à l'objectif. Radieuse dans sa robe d'été, une main posée sur son ventre à peine arrondi. « Pardonne-moi, ma petite », murmura-t-elle. « Mais le secret va éclater, et cette fois, je ne pourrai pas protéger ta fille. » Le bureau de Maître Durand sentait le cuir ancien et le café refroidi. Gaspard observait les dossiers éparpillés sur la table en acajou. Chaque document une pièce du puzzle qui obsédait ses nuits depuis des semaines. Le détective, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, organisait ses notes avec la méticulosité d'un chirurgien. Alors, la voix de Gaspard trahissait une impatience mal contenue. « C'est troublant. » Durand chaussa ses lunettes et ouvrit le premier dossier. Sabine Beaumontel, née en 1957, orpheline élevée par l'assistance publique. Premier emploi à 16 ans comme aide-cuisinière dans un château de la Loire. Lequel? Le domaine de Montrevaux? Elle y a travaillé de 1974 à 1995. 21 ans de service irréprochable. Le cœur de Gaspard s'arrêta. 21 ans. Cela couvrait exactement la période où il avait rencontré Ariane, leur histoire d'amour. Et sa disparition mystérieuse, elle était là quand Ariane Vaillancourt a disparu. Pas seulement. Durand sortit une feuille de paie jaunie. Selon les archives que j'ai pu consulter, Sabine Beaumontel a quitté le domaine précipitamment le 15 octobre 1995, soit exactement 3 jours après la disparition de mademoiselle Vaillancourt. 3 jours. Gaspard ferma les yeux, revoyant ces journées chaotiques où il avait retourné le domaine de fond en comble, interrogé tous les employés, contacté la police. Comment ai-je pu l'oublier? Elle était discrète, apparemment. Femme de ménage de nuit, elle évitait les interactions avec la famille. Mais voici le plus intéressant. Durand étala une série de documents officiels. 6 mois après avoir quitté le domaine, Sabine Beaumontel réapparaît à Tours avec un bébé. Elle déclare avoir adopté une orpheline trouvée devant un hôpital, Claire, née officiellement le 12 avril 1996. Avril 1996, Gaspard calculait mentalement. Si Ariane était enceinte quand elle a disparu, l'enfant serait né vers cette période, effectivement. Mais monsieur Montrevaux, il faut que vous sachiez autre chose. J'ai retrouvé le médecin qui a suivi l'adoption officieuse. Adoption officieuse. Le docteur Mercier, maintenant à la retraite. Il se souvient parfaitement de cette affaire. Sabine Beaumontel est arrivée chez lui avec un nouveau-né de quelques jours, prétendant l'avoir trouvé abandonné. Aucune déclaration officielle, aucun papier. Le médecin a accepté de falsifier l'acte de naissance contre une forte somme d'argent. Gaspard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une forte somme. D'où Sabine tenait-elle cet argent? C'est là que ça devient vraiment troublant. Durand ouvrit un autre dossier. J'ai consulté ses relevés bancaires d'époque, le 18 octobre 1995. Soit 6 jours après la disparition d'Ariane, un virement de 50 000 francs apparaît sur son compte, viré depuis un compte offshore lié à votre père. Le silence s'abattit sur le bureau. Gaspard fixa les documents sans les voir, son esprit reconstituant une vérité qu'il refusait d'admettre. Mon père, Henri a payé Sabine. Tout porte à le croire. Et il y a autre chose. Durand sortit une photo noir et blanc, légèrement floue. Cette photo a été prise par un garde du domaine en octobre 1995. On y voit votre père en conversation avec Sabine Beaumontel près des anciennes écuries. Regardez bien l'expression de cette femme. Gaspard examina le cliché. Sabine, plus jeune, semblait terrifiée. Henri lui tendait quelque chose. Une enveloppe, probablement. L'attitude de son père était menaçante, celle de Sabine suppliante. « Mon Dieu !» Le murmure lui échappa. Il savait, Henri savait ce qui était arrivé à Ariane. Voire plus, monsieur Montrevaux. Je pense que votre père a orchestré la disparition d'Ariane Vaillancourt.
et que Sabine Beaumontel était sa complice. Pendant ce temps, dans l'appartement de Belleville, Claire observait sa mère adoptive avec une inquiétude grandissante. Depuis une semaine, Sabine semblait rongée par une angoisse permanente. Elle sursautait au moindre bruit, scrutait la rue depuis la fenêtre et murmurait des phrases incohérentes dans son sommeil. « Maman, ça ne peut plus durer. Tu dois me dire ce qui te tracasse. » Sabine était assise dans son fauteuil, fixant ses mains tremblantes. « Tu ne comprends pas, ma chérie. Certaines vérités sont des bombes à retardement, et la mienne. » Elle leva les yeux vers Claire, et celle-ci fut frappée par le désespoir qu'elle y lut. « La mienne va exploser, je le sens. De quoi parles-tu? Quelle vérité? Ton patron, Gaspard Montrevaux, il pose des questions, n'est-ce pas? Sur moi, sur tes origines. » Claire acquiesça. Troublée par la précision de ses suppositions. « Comment le sais-tu? Parce que je le connais. Enfin, je l'ai connu. Il était plus jeune, alors, un homme amoureux, fou de bonheur à l'idée de se marier. » Le cœur de Claire s'accéléra. « Tu l'as connu? Quand? Comment ?» Sabine ferma les yeux, comme si les souvenirs lui causaient une douleur physique. « J'ai travaillé au domaine de sa famille. Pendant des années, j'ai vu grandir ce petit garçon solitaire, puis devenir un homme. Et j'ai vu son monde s'écrouler quand elle a disparu. »« Elle, tu parles d'Ariane ?» Le prénom avait échappé à Claire avant qu'elle puisse se retenir. Sabine sursauta violemment. « Comment connais-tu ce nom? Gaspard me l'a dit. Il m'a expliqué que je lui ressemblais. Que... Mon Dieu !» Sabine se leva péniblement, se dirigeant vers la fenêtre d'un pas chancelant. Il commence à comprendre. Après toutes ces années, il commence à faire le lien. « Quel lien, maman, tu me fais peur !» Sabine se retourna, et Claire vit dans ses yeux une résolution douloureuse. Ariane Vaillancourt. C'était une jeune femme magnifique, des yeux verts comme les tiens, le même sourire, la même façon de rejeter ses cheveux en arrière quand elle riait. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» Elle devait épouser Gaspard, mais la veille du mariage, elle a disparu. Disparu comment? Sabine hésita, luttant visiblement contre des démons intérieurs. Il y a eu des complications. Le père de Gaspard, Henri Montrevaux, n'approuvait pas cette union. Ariane venait d'un milieu modeste. Elle n'était pas de leur monde. Il quoi? Il a fait des choses terribles, des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Les mots sortaient difficilement, comme s'ils lui brûlèrent la gorge. J'étais jeune, j'avais peur, j'avais besoin d'argent. Quand Henri Montrevaux m'a demandé d'aider, je n'ai pas su dire non. Claire s'approcha de sa mère adoptive, le cœur battant la chamade. Aider à quoi? À faire disparaître Ariane. Le silence qui suivit cette révélation était assourdissant. Claire fixait Sabine, incapable de traiter l'information. Tu as aidé à kidnapper cette femme. Je ne savais pas. Sabine éclata en sanglots. Je pensais qu'il voulait juste l'éloigner. La payer pour qu'elle parte, je ne savais pas qu'il comptait la retenir prisonnière. Prisonnière, où? Dans une ancienne fermette, loin du domaine. J'étais chargée de lui apporter à manger, de m'occuper d'elle. Claire recula, horrifiée. Pendant combien de temps? 8 mois où cette pauvre fille a vécu enfermée, en se demandant pourquoi l'homme qu'elle aimait ne venait pas la sauver. Et après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Sabine leva vers elle des yeux noyés de larmes. Elle était enceinte, ma chérie, enceinte de Gaspard. Et quand le moment de l'accouchement est arrivé, non. Claire secoua la tête, refusant d'entendre la suite. Non, tu ne vas pas me dire que... Elle est morte en couche, dans cette fermette isolée, sans médecin, sans personne pour l'aider vraiment. Elle est morte en me suppliant de sauver son bébé, de le ramener à son père un jour. Le monde de Claire s'effondra d'un coup. Elle se laissa tomber sur le canapé, les jambes coupées. Le bébé, c'était moi, c'était toi. Sabine s'agenouilla devant elle, tentant de prendre ses mains. Ma petite Claire, tu es la fille de Gaspard Montrevaux et d'Ariane Vaillancourt. Claire retira ses mains brusquement, comme si le contact la brûlait. Tu mens? Ce n'est pas possible. Je voudrais que ce soit un mensonge. Mais regarde-toi, ma chérie. Regarde tes yeux, ton visage. Tu es le portrait craché de ta mère. Et maintenant que Gaspard t'a vu, il va découvrir la vérité. C'est inéluctable. Alors, Claire essayait de rassembler les pièces du puzzle, mais son cerveau refusait de fonctionner normalement. Gaspard, c'est mon père. Oui, et il ne le sait pas. Il l'ignore complètement.
Henri lui a fait croire qu'Ariane était partie de son plein gré, que le mariage lui faisait peur. Gaspard a vécu 29 ans en pensant que la femme qu'il aimait l'avait abandonné. Claire porta ses mains à son visage, essayant de contrôler les vertiges qui l'assaillaient. Cette attirance que je ressens pour lui, cette connexion inexplicable, ce n'était pas de l'amour romantique, ma chérie. C'était la reconnaissance instinctive entre un père et sa fille. Le sang qui appelle le sang. Mon Dieu, le murmure lui échappa. Qu'est-ce qu'on va faire? Sabine se releva péniblement. Moi, je vais mourir avec mes secrets. Toi, il faut que tu quittes Paris, que tu disparaisses avant qu'il ne découvre qui tu es vraiment. Pourquoi? Parce que cette révélation le détruira, et toi aussi. Comment un homme peut-il apprendre qu'il a commencé à tomber amoureux de sa propre fille? Comment une fille peut-elle regarder son père en face après avoir ressenti ce que tu as ressenti? Claire se leva brusquement, chancelante. J'ai besoin d'air. Je ne peux pas. Elle attrapa son manteau et sortit de l'appartement, laissant Sabine seule avec sa culpabilité et ses regrets. Dehors, la nuit parisienne lui sembla irréelle. Chaque réverbère, chaque passant, chaque bruit lui paraissait appartenir à un monde qui n'était plus le sien. Elle était Claire Beaumontel quand elle était rentrée chez elle ce soir-là. Elle ressortait Claire Montrevaux, fille de l'homme qu'elle avait failli aimer d'un amour interdit. Claire n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assise sur son lit, elle fixait le petit miroir de sa coiffeuse, scrutant chaque trait de son visage à la recherche de ressemblances qu'elle n'avait jamais voulu voir, les yeux verts d'Ariane, le menton volontaire de Gaspard, cette fossette qui se creusait quand elle souriait, héritage génétique d'un amour tragique dont elle était le fruit empoisonné. Le réveil affichait 6 heures du matin quand elle entendit des gémissements provenant de la chambre de Sabine. Elle se précipita, trouvant sa mère adoptive en proie à ce qui ressemblait à un cauchemar éveillé. Non, pas la petite. Sabine s'agitait dans son lit, les yeux fermés, mais le visage tordu par l'angoisse. Je l'ai sauvée, je vous promets. J'ai sauvé la petite. Maman. Claire la secoua doucement. Réveille-toi. Sabine ouvrit les yeux, le regard perdu, comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit où elle se trouvait. Claire, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu délirais, tu parlais de la petite que tu avais sauvée. Les souvenirs revinrent d'un coup à Sabine, qui se redressa péniblement dans son lit. J'ai rêvé de cette nuit-là encore. Ça fait 28 ans que je fais le même cauchemar. Raconte-moi. Claire s'assit au bord du lit, prête à entendre la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Raconte-moi comment je suis née. Sabine ferma les yeux, retournant dans ses souvenirs les plus sombres. C'était un soir de mars 1996. Il pleuvait des cordes. Et Ariane, ta mère, elle avait commencé à avoir des contractions dans l'après-midi. La voix de Sabine se fit plus lointaine, comme si elle revivait la scène. Henri m'avait interdit de faire venir un médecin. Il disait que moins il y aurait de témoins, mieux ce serait. J'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, mais je n'y connaissais rien en accouchement. Et Ariane, comment était-elle? Courageuse, incroyablement courageuse, même dans la douleur, même sachant qu'elle allait peut-être mourir. Elle ne pensait qu'à toi. Elle répétait sans cesse « Sauvez mon bébé, promettez-moi de le ramener à Gaspard ». Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Cette mère qu'elle n'avait jamais connue avait donné sa vie pour elle. Qu'est-ce qui a mal tourné? Ah, tout. Sabine ouvrit les yeux, et Claire y lut une culpabilité infinie. Le bébé se présentait mal. Ariane perdait beaucoup de sang. J'ai essayé de l'aider, mais je n'étais qu'une femme de ménage, pas une sage-femme. Elle est morte comment? Hémorragie? Après t'avoir mise au monde, elle a tenu quelques minutes, juste assez pour te prendre dans ses bras, pour te regarder. Elle a dit... Elle a ses yeux, les yeux de son père, et puis... Sabine ne put finir sa phrase, étouffée par les sanglots. Et Henri, qu'est-ce qu'il a fait quand il a appris sa mort? Il était furieux, pas triste, furieux. Il m'a dit que tout était fichu, qu'il fallait faire disparaître les preuves. Il voulait... Sabine hésita. Il voulait se débarrasser de toi aussi. Claire sentit le sang se glacer dans ses veines. Se débarrasser de moi. Tu étais la preuve vivante de ses crimes. Un bébé illégitime qui pouvait un jour réclamer son héritage, révéler la vérité. Il disait que c'était plus simple de me tuer. J'ai refusé. Pour la première fois de ma vie, j'ai tenu tête à Henri Montrevaux,
J'ai pris dans mes bras et je lui ai dit que s'il te touchait, je raconterais tout à la police. Alors il t'a payé pour que tu disparaisses avec moi. 50 000 francs, le prix de notre silence et de ta vie. Claire se leva et se dirigea vers la fenêtre. Observant Paris qui s'éveillait, quelque part dans cette ville, Gaspard commençait sa journée sans savoir que sa fille était à quelques kilomètres de lui, rongée par un secret qui pouvait tous les détruire. Il faut que je le lui dise. Non. Sabine tenta de se lever, mais retomba sur son lit, affaiblie. Claire, tu ne comprends pas. Cette révélation ne créera que de la souffrance. Il a le droit de savoir qu'il a une fille, et j'ai le droit de connaître mon père. Réfléchis. Comment vas-tu lui expliquer que vous avez ressenti une attirance mutuelle? Comment va-t-il supporter l'idée d'avoir eu des pensées inappropriées pour sa propre fille? Claire frissonna. L'argument de Sabine était imparable. Cette connexion qu'elle avait ressentie avec Gaspard, ces moments de trouble, cette envie qu'elle avait eue qu'il la touche, comment pourrait-il se regarder en face après une telle révélation? Alors quoi? Je continue à travailler pour lui en faisant semblant de rien. Tu démissionnes, tu pars, tu refais ta vie ailleurs, et on n'en parle plus jamais. Et toi? Et ton traitement? Sabine sourit tristement. Mon traitement, c'est fini, ma chérie. Avec ou sans l'argent de Gaspard, le cancer a gagné. Je le sens qui grignote mes forces chaque jour un peu plus. Ben, ne dis pas ça. C'est la vérité. Et avant de mourir, je veux être sûre que tu es en sécurité, loin de tout ça. Pendant ce temps, dans son bureau, Gaspard relisait pour la 10e fois le rapport de Maître Durand. Chaque ligne, chaque détail renforçait sa conviction. Claire était liée au mystère d'Ariane. Mais comment et pourquoi Sabine avait-elle gardé le secret si longtemps? Il décrocha son téléphone et composa le numéro du détective. Durand, c'est Montrevault. J'ai besoin que vous creusiez plus profond. Je veux savoir où se trouvait exactement Ariane pendant sa disparition, et je veux des preuves de ce qu'a fait mon père. Monsieur, cela risque d'être difficile. Beaucoup de témoins sont morts, les traces effacées. Je paie ce qu'il faut. Trouvez-moi cette fermette. Trouvez-moi la vérité. Il raccrocha et se dirigea vers sa fenêtre. En bas, dans la rue, il aperçut Claire qui remontait vers l'entrée de l'immeuble, même à cette distance. Il reconnaissait sa démarche, cette grâce naturelle qui lui rappelait si douloureusement Ariane. Quand elle entra dans son bureau quelques minutes plus tard, il fut frappé par sa pâleur, les cernes sous ses yeux, cette tristesse profonde qui émanait de toute sa personne. « Claire, vous allez bien. Monsieur Montrevault. » Sa voix tremblait. « Il faut que nous parlions. » Le cœur de Gaspard s'accéléra. Il y avait quelque chose de définitif dans le ton de Claire, quelque chose qui annonçait un bouleversement. « Je vous écoute. Je dois vous présenter ma démission. » La phrase tomba comme un coup près. Gaspard la fixa, abasourdi. « Votre démission. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas heureuse ici. Ce n'est pas ça. C'est personnel. » Personnel comment? Claire détourna le regard, incapable de soutenir celui de Gaspard. « Ma mère adoptive est très malade. Je dois m'occuper d'elle à plein temps. Mais le traitement en Suisse, j'ai tout arrangé. Les médecins sont prêts à la recevoir. Nous ne pouvons pas accepter votre aide. » Pourquoi? Gaspard s'approcha d'elle, et Claire recula instinctivement. « Claire, qu'est-ce qui se passe vraiment? » « Rien, il faut que j'y aille. » Elle se dirigea vers la porte, mais Gaspard l'intercepta. « Non, pas comme ça, pas sans explication. » Il était si proche qu'elle pouvait sentir son parfum, voir les rides de soucis autour de ses yeux qui avaient la même couleur que les siens. Elle s'en rendait compte maintenant. Ces yeux qu'elle avait hérités de lui. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Claire, il leva la main vers son visage, et elle ferma les yeux, luttant contre l'envie de se blottir contre lui. Pas comme une amoureuse, comme une fille qui retrouvait enfin son père. Ne me touchez pas. La violence de sa réaction le surprit. Il laissa retomber sa main. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a changé? Tout. Une larme coula sur la joue de Claire. Tout a changé, et vous ne pouvez pas comprendre. Alors expliquez-moi. Je ne peux pas. Elle ouvrit la porte et s'enfuit, laissant Gaspard seul avec ses questions et cette certitude grandissante que Claire détenait les clés de son passé. Ce soir-là, Claire rentra chez elle pour trouver Sabine en proie à un délire fiévreux. Les médicaments contre la douleur ne faisaient plus effet, et la maladie progressait rapidement. La petite,
murmurait Sabine en s'agrippant à la main de Claire. Mo, il faut que je lui dise, avant qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que tu veux me dire, maman? Le secret, le terrible secret. Elle avait une lettre. Ariane, une lettre pour toi. Claire sentit son cœur bondir. Une lettre? Où est-elle? Cachée, dans la boîte, sous mon lit, toutes ces années. J'ai gardé sa dernière volonté. Claire se précipita sous le lit et en sortit une vieille boîte en fer. À l'intérieur, entre des photos jaunies et des papiers divers, elle trouva une enveloppe scellée portant une écriture délicate. Pour ma fille, quand elle sera prête à connaître la vérité, les mains tremblantes, Claire ouvrit l'enveloppe et déplia une feuille de papier qui sentait encore faiblement le parfum de sa mère. Ma chère petite fille, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te la donner moi-même. Sache que tu as été conçue dans le plus pur amour et que chaque seconde de ma grossesse a été illuminée par l'idée de te tenir dans mes bras. Ton père est un homme bon qui a été trompé sur mon destin. Ne lui en veux pas pour ce qui m'arrive. Les responsables de ma mort sont Henri Montrevaux et sa soif de pouvoir. Mais toi, mon ange, tu es pur de leurs crimes. Un jour, quand tu seras prête, retrouve ton père. Dis-lui que je ne l'ai jamais quitté volontairement. Dis-lui que mon dernier souffle a prononcé son nom. Et surtout, pardonnez-vous mutuellement cette situation impossible. Construisez ensemble la famille que nous n'avons jamais pu avoir. Je t'aime pour l'éternité, maman Ariane. Claire s'effondra en larmes. Serrant la lettre contre son cœur, sa mère biologique lui demandait de retrouver Gaspard, de lui révéler la vérité. Comment pourrait-elle désobéir à une dernière volonté? L'appel arriva à 3 heures du matin. Claire décrocha son téléphone d'une main tremblante. Encore sonnée par la lecture de la lettre d'Ariane, Mademoiselle Beaumontel. La voix était celle d'une infirmière de l'hôpital Saint-Louis. Votre mère a fait un malaise. Vous devriez venir rapidement. Claire se précipita dans la nuit parisienne. La lettre d'Ariane serrée dans sa poche comme un talisman. Les rues désertes défilaient dans le taxi, ponctuées par les lumières bleutées des réverbères qui lui donnaient l'impression de traverser un rêve étrange. À l'hôpital, elle trouva Sabine branchée à une perfusion, le visage cireux mais les yeux étonnamment lucides. « Ma chérie », sa voix n'était qu'un souffle. « Tu as lu la lettre. » Claire acquiesça, incapable de parler. « Alors tu sais ce que tu dois faire. Maman, ne parle pas comme si tu allais mourir. Les médecins ont dit... » Les médecins mentent pour rassurer. Un sourire triste étira les lèvres de Sabine. « Moi, je sens mon corps qui lâche. J'ai quelques heures, peut-être quelques jours, pas plus. » Claire prit la main décharnée de sa mère adoptive. « Tu ne peux pas me laisser seule avec ça. Comment vais-je lui dire? Comment vais-je affronter Gaspard? Avec courage, comme ta vraie mère l'aurait fait. » Un silence lourd s'installa entre elles. Troublée seulement par le bip régulier des machines. « Sabine ?» Claire hésita. « Est-ce que tu as d'autres secrets, d'autres choses que je devrais savoir ?» Sabine ferma les yeux, luttant visiblement contre une décision difficile. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » « Quoi ?» Henri Montrevaux. Il n'est pas mort de cause naturelle. Claire sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Quelques mois après ce qui est arrivé à Ariane, Henri a commencé à avoir des remords. Il buvait. Il délirait. Il parlait de confesser ses crimes. J'avais peur qu'il nous dénonce, toi et moi. Alors, j'ai empoisonné son whisky, petite dose, sur plusieurs semaines. Ça ressemblait à une crise cardiaque. L'aveu tomba comme un couperet. Claire fixa Sabine, horrifiée. Tu l'as tué. Pour te protéger, pour que tu puisses grandir en paix, sans que personne ne remonte jusqu'à nous. Mon Dieu, je sais que c'est monstrueux, mais Henri Montrevaux méritait de mourir pour ce qu'il avait fait à ta mère. Et moi, j'avais besoin d'expier ma complicité. Claire se leva brusquement, chancelante. Comment vais-je pouvoir regarder Gaspard en face maintenant? Comment lui dire que ma mère adoptive a tué son père? Tu ne lui diras pas. La voix de Sabine se fit plus ferme. Cette partie du secret, tu l'emporteras avec moi dans la tombe. Gaspard a assez souffert. À cet instant, des pas résonnèrent dans le couloir. Claire se retourna et vit Gaspard apparaître dans l'encadrement de la porte. L'air hagard, les cheveux ébouriffés. « Yana Claire, j'ai appris par l'hôpital. » Il s'arrêta en voyant Sabine dans le lit. « Comment va-t-elle » « Gaspard. » Claire était abasourdie.
Comment avez-vous su? J'ai donné votre numéro comme contact d'urgence quand j'ai organisé le suivi médical de Sabine. L'hôpital m'a prévenu en même temps que vous. » Il s'approcha du lit, et Sabine tourna lentement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent, et Claire vit passer entre eux une reconnaissance qui lui glaça le sang. Sabine Beaumontel. La voix de Gaspard était étrangement calme. Ou devrais-je dire, Sabine, ancienne gouvernante du domaine Montrevaux? Le silence qui suivit était assourdissant. Sabine ferma les yeux, comme si elle s'était attendue à ce moment depuis des années. « Tu sais, ce n'était pas une question. Mon détective a fait du bon travail. J'ai retrouvé ton dossier d'employé, tes relevés bancaires, même une photo de toi avec mon père en octobre 1995. » Claire regardait alternativement Gaspard et Sabine, comprenant que l'affrontement qu'elle redoutait était en train de se produire. « Alors dis-moi, Sabine. » Gaspard s'assit près du lit, son regard dur rivé sur la mourante. « Où est Ariane? Qu'est-ce que vous lui avez fait, mon père et toi ?» Sabine ouvrit les yeux, et Claire y lut une résolution douloureuse. « Elle est morte, Gaspard. » Le mot tomba comme une masse. Gaspard se figea, comme si on venait de lui planter un poignard dans le cœur. « Morte? Comment ça, morte? »« En couche, en donnant naissance à votre fille. » L'effet fut immédiat. Gaspard se leva d'un bond, le visage décomposé. « Ma fille, Ariane était enceinte. De 7 mois quand votre père l'a fait enlever. Elle a accouché dans une fermette isolée, sans médecin, sans rien. Elle est morte en tenant son bébé dans ses bras. » Gaspard chancela, se rattrapa au mur. « Mon enfant... » J'ai eu un enfant avec Ariane. Une fille, magnifique, avec les yeux de sa mère et le menton de son père. Où est-elle? La voix de Gaspard n'était qu'un râle. Où est ma fille? Sabine tourna lentement son regard vers Claire, qui était restée pétrifiée près de la fenêtre. Elle est là. Elle a grandi sous tes yeux sans que tu la reconnaisses. Gaspard suivit le regard de Sabine et fixa Claire pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Ils se regardèrent en silence. Père et fille, réunis par le plus cruel des hasards. « Non », le murmure échappa à Gaspard. « Ce n'est pas possible. » Regarde-la bien, Gaspard. Regarde ses yeux, son sourire, sa façon de pencher la tête. Elle est le parfait mélange de vous deux. Claire vit son père, s'effondrer littéralement. Il se laissa glisser le long du mur, les jambes coupées, le regard perdu dans le vide. « Ma fille. » Il releva les yeux vers Claire, et elle y lut un mélange de joie pure et d'horreur absolue. « Tu es ma fille. »« Papa. » Le mot sortit tout seul. Comme s'il avait attendu 28 ans pour être prononcé, Gaspard ferma les yeux, se prenant la tête dans les mains. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ces sentiments que j'avais pour toi, cette attirance. » « Tu ne savais pas ?» Claire s'approcha timidement. « Ni toi ni moi ne savions. Comment as-tu découvert la vérité? Hier soir, Sabine m'a tout raconté. Et Ariane, maman, avait laissé une lettre. » Claire sortit l'enveloppe de sa poche et la tendit à Gaspard. Il la prit d'une main tremblante. « Tu veux que je la lise ?» Il acquiesça. Incapable de parler, Claire déplia la feuille et lut d'une voix brisée les derniers mots d'Ariane. Quand elle eut terminé, un silence de mort régnait dans la chambre. Elle me demandait de vous pardonner. Sabine s'était redressée péniblement. Dans ces derniers instants, elle ne vous en voulait pas, Gaspard. Elle savait que vous étiez innocent. Innocent. La voix de Gaspard était pleine d'amertume. J'ai laissé mon père détruire la femme que j'aimais. J'aurais dû la chercher. J'aurais dû. Tu ne pouvais pas savoir. Henri vous a menti à tous. Il m'a payé pour que je disparaisse avec le bébé. Il voulait que vous pensiez qu'Ariane vous avait abandonné. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Par orgueil, par snobisme. Il ne supportait pas l'idée que son fils épouse une fille du peuple. Gaspard se releva lentement et s'approcha de Claire. Puis-je te serrer dans mes bras, comme un père serre sa fille? Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. Quand les bras de Gaspard se refermèrent sur elle, elle ressentit cette plénitude qu'elle avait cherchée toute sa vie sans jamais la trouver. Ce n'était plus l'étreinte troublante d'un homme attirant, mais l'amour protecteur d'un père retrouvant son enfant. « Ma petite fille » murmura Gaspard contre ses cheveux. « Ma petite fille que j'ai cherchée sans le savoir pendant 28 ans. » Ils restèrent enlacés longtemps, pleurant ensemble les années perdues, la mère morte,
l'amour impossible qui était devenu amour filial. Quand ils se séparèrent, Sabine les observait avec un sourire apaisé. « Maintenant, je peux mourir tranquille. J'ai tenu ma promesse à Ariane. Je vous ai réunis. » Sabine. Gaspard s'approcha du lit. « Merci. Merci d'avoir sauvé ma fille. Merci de l'avoir aimée. Merci de lui avoir donné la vie que moi, je n'ai pas pu lui offrir. Prends soin d'elle. Maintenant, elle a bon cœur, comme sa mère. Mais elle aura besoin de son père pour affronter ce qui vous attend. » « Qu'est-ce qui nous attend ?» demanda Claire. « La vérité va éclater. Les gens vont savoir. Il va falloir être forts. Tous les deux. » Sabine ferma les yeux, épuisée par ces révélations. « Je vais dormir maintenant. Pour la première fois depuis 28 ans. Je vais dormir sans cauchemar. » Elle s'endormit paisiblement. La main de Claire dans la sienne, celle de Gaspard posée sur son front, en une bénédiction silencieuse. 3 heures plus tard, Sabine Beaumontel s'éteignait dans son sommeil, emportant avec elle le secret du meurtre d'Henri Montrevaux, mais laissant derrière elle un père et une fille enfin réunis par la vérité. Les obsèques de Sabine Beaumontel se déroulèrent sous un ciel plombé de décembre, dans le petit cimetière de Père-Lachaise, où seules quelques dizaines de personnes s'étaient rassemblées. Claire, vêtue de noir, se tenait droite près du cercueil. Soutenue discrètement par Gaspard qui avait insisté pour organiser et financer la cérémonie, « Elle méritait mieux que ça », murmura Claire en regardant la modeste assemblée. « Toute sa vie, elle s'est sacrifiée pour moi. Elle a eu l'amour d'une fille exceptionnelle. » Gaspard posa doucement sa main sur l'épaule de Claire. « C'est plus que beaucoup de gens peuvent espérer. » Depuis 3 jours qu'ils connaissèrent la vérité, ils naviguaient dans un territoire inexploré, apprenant à se redécouvrir comme père et fille, après avoir failli devenir autre chose. La transition était douloureuse, chargée de malaise et de non-dits. Après la cérémonie, ils retournèrent ensemble à l'appartement de Belleville, que Claire devait maintenant vider. L'endroit lui semblait étrangement petit et vieillot, comme si la révélation de ses origines avait changé sa perception du monde. « Tu n'es pas obligée de faire ça toute seule », proposa Gaspard, en observant les cartons que Claire avait commencé à remplir. « Si, j'en ai besoin, c'est ma façon de lui dire au revoir. » Elle sortit une photo de Sabine et elle, prise quelques années plus tôt lors d'un rare moment de bonheur. Sabine souriait, serrant Claire contre elle avec cette tendresse protectrice qui avait marqué toute leur relation. « Elle t'aimait vraiment, tu sais. » Gaspard s'assit sur le canapé défraîchi. « Quand elle parlait de toi à l'hôpital, on voyait que tu étais sa fierté, mais elle n'était pas ma vraie mère. » Les mots sortirent avec plus d'amertume que Claire ne l'avait voulu. Toute ma vie a été construite sur un mensonge. Non, Gaspard se leva et vint s'agenouiller devant elle. Sabine t'a donné un vrai amour maternel. Moi, j'étais absent. Ariane était morte. Sans Sabine, tu n'aurais pas survécu. Claire le regarda, troublée par cette proximité nouvelle. Comment s'habituer à voir en cet homme qu'elle avait trouvé attirant le père qu'elle avait toujours cherché. Gaspard, comment va-t-on faire ? Comment va-t-on vivre avec ça ? Je ne sais pas. Sa franchise l'a surpris. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé 28 ans à pleurer une fille que je croyais morte avant même de naître. Maintenant que je t'ai retrouvée, je ne veux plus te perdre. Mais les gens, quand ils sauront, qu'est-ce qu'ils sauront que j'ai embauché ma fille sans le savoir, que le destin nous a réunis, ce n'est pas un crime, Claire. Et cette attirance qu'on a ressentie, le malaise s'installa immédiatement. Gaspard détourna le regard, visiblement mal à l'aise. On ne pouvait pas savoir, c'était peut-être, je ne sais pas, une reconnaissance instinctive, le sang qui appelle le sang, ou peut-être qu'on s'est simplement trompé sur nos sentiments. Ils restèrent silencieux un moment, chacun luttant contre la gêne de cette situation impossible. « Il faut qu'on en parle », finit par dire Claire. « Vraiment, sinon ça va nous empoisonner. » Gaspard acquiesça et s'installa en face d'elle. « D'accord, parlons-en. Qu'est-ce que tu as ressenti exactement ?» Claire rougit, mais força à l'honnêteté. « Au début, de l'attirance physique, tu étais un homme séduisant et mystérieux. Mais en y repensant, ce qui me troublait vraiment, c'était autre chose. Cette impression de sécurité quand tu étais près de moi, ce sentiment d'être protégé. Moi, j'étais fascinée par tes ressemblances avec Ariane. Mais au-delà de ça, il chercha ses mots. Il y avait quelque chose de familier chez toi,
quelque chose qui me donnait envie de prendre soin de toi, de te protéger, pas comme un amant, finalement, comme un père. Exactement. Le silence qui suivit était moins pesant, comme si mettre des mots sur leurs sentiments les avait libérés d'un poids. Et maintenant, demanda Claire. Maintenant, on apprend à être père et fille. On se découvre vraiment, et on honore la mémoire d'Ariane en construisant la famille qu'elle rêvait de nous voir former. Claire sourit pour la première fois depuis des jours. Tu crois qu'elle serait fière de nous ? J'en suis certain. Ils passèrent le reste de l'après-midi à trier les affaires de Sabine, parlant de tout et de rien, apprenant à se connaître sans le filtre de leurs anciens rôles. Gaspard raconta son enfance solitaire, ses études, la construction de son empire dans l'espoir inconscient de séduire un père qui ne l'aimait pas. Claire parla de sa jeunesse modeste mais aimante, de ses rêves, de ses peurs. « Tu vas venir vivre chez moi », déclara soudain Gaspard. Ce n'était pas une question. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les gens vont parler. Les gens parlent toujours. Et j'ai une maison immense à Neuilly qui prend la poussière depuis des années. Il y a largement la place pour qu'on vive chacun notre vie, tout en apprenant à nous connaître. Mais Claire hésita. L'idée était tentante. Mais elle craignait les ragots, les interprétations malveillantes. Et au bureau, comment on va gérer ça ? On va dire la vérité, ou une partie de la vérité. Tu es ma fille, récemment retrouvée. Je t'ai embauchée sans le savoir. C'est le destin qui nous a réunis. Et les détails, l'histoire d'Ariane, de Henri, de Sabine. Ça reste entre nous. Le monde n'a pas besoin de connaître les crimes de mon père. Le lendemain matin, quand ils arrivèrent ensemble chez Montrevaux Industries, les chuchotements commencèrent immédiatement. Sylvie, l'assistante de direction, les accueillit avec un sourire crispé. « Monsieur Montrevaux, vous souhaitez que j'annule vos rendez-vous ? Vous semblez fatigué. » « Non, Sylvie, mais convoquez une réunion générale pour ce soir. J'ai une annonce importante à faire. » L'information se répandit comme une traînée de poudre dans les couloirs. Gaspard Montrevaux qui convoquait tout le personnel pour une annonce importante. C'était du jamais vu. Les spéculations allaient à bon train. Fusion, acquisition, restructuration. Dans son bureau, Gaspard tentait de se concentrer sur ses dossiers, mais son regard dérivait constamment vers Claire qui travaillait à son ancienne place. Elle avait insisté pour continuer ses fonctions normalement, au moins jusqu'à ce que les choses se calment. Vers 15 heures, Sylvie entra sans frapper, le visage livide. « Monsieur, il y a des journalistes en bas. Ils posent des questions sur vous et mademoiselle Beaumontel. Ils parlent d'une liaison secrète, d'un scandale. » Gaspard et Claire échangèrent un regard inquiet. « Comment ont-ils su ?» murmura Claire. « Peu importe. » Gaspard se leva. « Il faut qu'on devance leurs insinuations. » « Vous voulez que j'appelle la sécurité ?» proposa Sylvie. « Non. Organisez une conférence de presse pour 18 heures, ici, dans la salle de conférence. »« Monsieur, nous allons dire la vérité, Sylvie. Toute la vérité. » Quand Sylvie fut sortie, Claire se tourna vers Gaspard, paniquée. « Tu es sûr ? Une conférence de presse ? Si on ne contrôle pas le narratif, ils vont inventer n'importe quoi. Mieux vaut que la vérité vienne de nous. » Quelle vérité ? Qu'est-ce qu'on va leur dire exactement ? Gaspard s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. Qu'il y a 28 ans. Mon père a commis des crimes terribles pour empêcher mon mariage avec la femme que j'aimais, qu'Ariane Vaillancourt a été enlevée et retenue prisonnière jusqu'à sa mort, qu'elle a donné naissance à ma fille dans des conditions atroces, et que cette fille... C'est toi, Gaspard, tu es sûr ? Une fois qu'on aura dit ça, on ne pourra plus revenir en arrière. Je sais, mais je suis fatiguée de vivre dans le mensonge. Mon père a détruit assez de vies comme ça. Il est temps que la vérité éclate. À 18 heures précises. La salle de conférence de Montrevaux Industries était bondée. Journalistes, employés, curieux s'entassaient, avides de sensationnel, Gaspard et Claire prirent place côte à côte derrière la table de conférence. Lui en costume sombre, elle en tailleur strict. « Mesdames et messieurs, » commença Gaspard d'une voix ferme. « Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous révéler une vérité que j'ai moi-même découverte il y a quelques jours. Une vérité qui concerne ma famille, mon passé, et les crimes commis par mon père Henri Montrevaux. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les journalistes sortirent leur magnétophone. « Il y a 28 ans, j'étais sur le point d'épouser Ariane Vaillancourt.
Une jeune femme que j'aimais passionnément, la veille de notre mariage, elle a mystérieusement disparu. Pendant toutes ces années, j'ai cru qu'elle m'avait quitté de son plein gré. Gaspard marqua une pause, cherchant son souffle. La vérité est tout autre. Mon père, opposé à cette union qu'il jugeait socialement inacceptable, a organisé l'enlèvement d'Ariane. Elle a été retenue prisonnière pendant 8 mois, jusqu'à sa mort lors de l'accouchement de notre enfant. Les exclamations fusèrent dans la salle. Claire sentit tous les regards converger vers elle. Cet enfant, c'est Claire Beaumontel, ma secrétaire exécutive, ma fille, que j'ai retrouvée par le plus extraordinaire des hasards. Le chaos éclata. Questions, flash d'appareils photo, bousculade. Gaspard leva la main pour réclamer le silence. Je sais que cette révélation peut choquer, mais Claire et moi avons décidé d'être transparents plutôt que de laisser place aux rumeurs et aux interprétations malveillantes. Nous sommes père et fille. Nous nous sommes retrouvés. Et nous allons maintenant apprendre à construire cette relation familiale qui nous a été volée pendant 28 ans. Une journaliste leva la main. Monsieur Montrevaux, n'est-il pas troublant que vous ayez embauché votre propre fille sans la reconnaître? N'y a-t-il pas eu des sentiments ambigus? Le silence se fit pesant. Claire sentit ses joues s'empourprer. Nous ne nous connaissions pas, répondit fermement Gaspard. Nous avons été séparés par les crimes de mon père. Si reconnexion il y a eu, c'était celle du sang qui retrouve le sang, pas autre chose. Et maintenant? Cria un autre journaliste. Qu'allez-vous faire? Gaspard regarda Claire, qui acquiesça silencieusement. Nous allons honorer la mémoire d'Ariane Vaillancourt en transformant l'Empire Montrevaux en force positive. Les détails seront annoncés prochainement. Quand il quittera la salle sous les flashs et les questions, Claire tremblait de tous ses membres. C'est fait, murmura-t-elle. Le monde entier sait maintenant, et on va s'en sortir, ensemble. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la conférence de presse qui avait défrayé la chronique française. Les journaux s'en étaient ordonnés à cœur joie. Le scandale Montrevaux, père et fille réunis par le destin, les crimes cachés de l'empire industriel. Claire avait cessé de lire les articles, lassée des spéculations et des commentaires souvent malveillants. Elle se tenait maintenant devant la fenêtre de sa nouvelle chambre, dans la somptueuse maison de Neuilly, observant les jardins impeccablement entretenus qui s'étendaient jusqu'à la Seine. Vivre avec Gaspard s'avérait plus facile qu'elle ne l'avait craint. La maison était assez vaste pour qu'ils puissent garder leur intimité, et leur relation père-fille se construisait progressivement, avec patience et tendresse. Claire, la voix de Gaspard résonna dans le couloir. « Tu as 1 minute ?» Elle le trouva dans son bureau, assis derrière un imposant secrétaire Louis XV, tenant une enveloppe officielle. Maître Durand a enfin trouvé. Il leva les yeux vers elle, un mélange d'appréhension et de soulagement sur le visage. Il a localisé l'endroit où Ariane, où ta mère a vécu ces derniers mois. Claire sentit son cœur s'accélérer. Où? Une ancienne fermette à Vouvray, dans le Val-de-Loire, abandonnée depuis des années. Le propriétaire actuel a accepté qu'on vienne. Il hésita, qu'on lui rende visite. Elle est enterrée là-bas. Selon Durand, oui, dans un petit cimetière privé sur la propriété. Sabine lui avait donné des indications approximatives avant de mourir. Claire s'assit dans le fauteuil en face du bureau, les jambes soudain flageolantes. « Tu veux y aller? J'en ai besoin. Et toi ?» Gaspard ferma les yeux un instant. J'ai attendu 28 ans de pouvoir lui dire au revoir, de pouvoir lui demander pardon. Oui, j'ai besoin d'y aller. Le voyage jusqu'à Vouvray se déroula dans un silence contemplatif. Gaspard conduisait sa Mercedes à travers les paysages vallonnés de la Loire, ces vignobles dorés qu'Ariane aimait tant et qu'elle ne verrait plus jamais. Claire observait le paysage défiler, s'imaginant sa mère prisonnière quelque part dans ces collines bucoliques. La fermette apparut au détour d'un chemin de terre, isolée au milieu des vignes abandonnées, bâtisse de pierres blanches aux volets écaillés. Elle semblait figée dans le temps, gardienne silencieuse d'un drame oublié. C'est là. La voix de Gaspard n'était qu'un murmure. C'est là qu'elle a vécu ces derniers mois. Ils sortirent de la voiture et s'approchèrent lentement de la maison. La porte était entr'ouverte, grinçant dans le vent d'automne. À l'intérieur, quelques meubles poussiéreux témoignaient d'une occupation récente. Un lit de fer au drap jauni, une table bancale, une chaise cassée. Cette chambre, Claire s'arrêta sur le seuil, saisie par une émotion inexplicable. C'est ici qu'elle a accouché. C'est ici que je suis née. Gaspard s'approcha du lit et caressa doucement le matelas défoncé. « Ariane,
Ma chérie, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Sa voix se brisa. Claire le vit s'effondrer, les épaules secouées par des sanglots qu'il retenait depuis des décennies. « Papa !» Elle posa sa main sur son épaule. « Elle sait que tu n'y es pour rien. » J'aurais dû la chercher. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. Tu ne pouvais pas savoir. Henri vous a tous manipulés. Ils restèrent un moment dans cette chambre chargée de douleur, chacun imaginant les souffrances d'Ariane, sa solitude, sa peur. Puis Gaspard se redressa, essuyant ses larmes. Le propriétaire a dit que le cimetière était derrière la maison. Ils contournèrent la bâtisse et découvrirent un petit enclos délimité par une murette de pierre. Quelques tombes anciennes, mousses et délabrées, témoignaient d'une époque où la fermette était habitée par une famille nombreuse. Au fond, contre un vieux chêne, une tombe plus récente se détachait du reste. Claire s'en approcha, le cœur battant. Une simple croix de bois portait une inscription gravée à la main. Ariane Vaillancourt, 1972-1996, mère aimante. Sabine l'a enterrée ici. Gaspard s'agenouilla devant la tombe, posant sa main sur la terre tassée. Elle lui a donné une sépulture décente. Claire s'agenouilla à côté de lui, posant un bouquet de roses blanches qu'ils avaient acheté en route. « Maman, » murmura-t-elle, « je suis venue te voir, avec papa. » Le silence qui suivit n'était troublé que par le bruissement des feuilles dans le chêne centenaire. Gaspard sortit de sa poche une enveloppe froissée. « J'ai apporté ça. » Il déplia une feuille de papier. La lettre qu'elle m'avait laissée, celle où elle disait partir volontairement. Claire reconnut l'écriture délicate qu'elle avait découverte sur la lettre de Sabine. Ce n'est pas son écriture. Gaspard examina les mots avec attention. Maintenant que je la compare à sa vraie lettre, je vois bien que celle-ci a été écrite sous la contrainte. Regardez comme les lettres tremblent. Henri l'a forcée à écrire ça. Probablement, pour me convaincre qu'elle me quittait de son plein gré, pour que j'arrête de la chercher. Il froissa la fausse lettre et la jeta dans une poubelle rouillée près du portail. « Ariane, mon amour. » Il s'adressa directement à la tombe. « Je sais maintenant que tu ne m'as jamais quittée. Je sais que tu as souffert, que tu as eu peur, que tu es morte en pensant que je t'avais abandonnée. Pardonne-moi. Pardonne-moi de n'avoir pas su te sauver. » Claire sentit les larmes couler sur ses joues. « Maman, j'aurais tellement aimé te connaître. Sabine m'a dit que tu étais courageuse, généreuse, pleine de vie. J'espère que je te ressemble un peu. » Elle sortit de son sac la vraie lettre d'Ariane, celle qu'elle avait écrite pour sa fille. Elle t'aimait, papa, jusqu'à la fin, et elle voulait qu'on se retrouve, qu'on forme la famille qu'elle rêvait de nous voir devenir. Gaspard prit la main de Claire dans la sienne. « On va l'honorer, ma chérie. On va faire de sa mort quelque chose de positif. » « Comment ? Tu vas voir, j'ai des projets qui donneront un sens à son sacrifice. » Ils passèrent encore 1 heure près de la tombe, partageant des souvenirs. Gaspard racontant sa rencontre avec Ariane, leur amour naissant, ses projets d'avenir, Claire évoquant son enfance avec Sabine, ses questions sur ses origines, cette mélancolie inexpliquée qui l'habitait depuis toujours. Elle me parlait dans mes rêves, parfois, à voix claire. Une femme aux yeux verts qui me chantait des berceuses. Je pensais que c'était mon imagination. Les morts ne nous quittent jamais vraiment. Gaspard caressa la croix de bois. Ils vivent en nous, à travers nous. Ariane vit en toi, Claire dans tes gestes, ton sourire, ta générosité. Le soleil commençait à décliner quand ils se résolurent à partir. Claire cueillit quelques fleurs sauvages qu'elle déposa sur la tombe, et Gaspard promit à voix basse de revenir bientôt. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant de Tours, où Gaspard commanda une bouteille de Vouvray. « Pour elle, » dit-il en levant son verre. « Pour Ariane, qui nous a réunis au-delà de la mort. Pour maman, » répondit Claire en trinquant. « Et pour Sabine, qui m'a aimée comme sa propre fille. » Ils burent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Puis Gaspard reposa son verre et regarda Claire avec détermination. « Il faut que je te dise quelque chose. Une décision que j'ai prise. » « Laquelle ? » ?»« Je vais renoncer à l'Empire Montrevolt. Je vais tout te laisser. » Claire faillit s'étrangler avec son vin. « Quoi ? Mais pourquoi ? » ?»« Parce que cet empire a été bâti sur le mensonge et la souffrance. Mon père a utilisé sa fortune et son pouvoir pour détruire des vies. Il est temps que ça serve à quelque chose de positif. » « Gaspard, je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas préparée à diriger un tel empire. » « Tu ne le dirigeras pas, tu le transformeras. »
Il sortit de sa poche un dossier qu'il avait préparé. « J'ai consulté les meilleurs avocats de Paris. On va créer une fondation, la fondation Ariane Vaillancourt, basée à Bordeaux, la ville qu'elle aimait tant, une fondation dédiée aux femmes victimes de violences domestiques, de séquestration, de tous les crimes dont elle a été victime. » Claire parcourut les documents, ébahie par l'ampleur du projet. « Tu veux transformer toute ta fortune en fondation caritative. Pas toute, on gardera de quoi vivre confortablement, mais l'essentiel ira aux victimes. Centre d'accueil, aide juridique, réinsertion professionnelle, soutien psychologique, tout ce qu'Ariane aurait voulu voir exister. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'aider, apprendre à être un vrai père, peut-être même retrouver goût à la vie. » Claire le regarda longuement, émue par sa générosité et sa volonté de rédemption. « Tu es sûre, c'est un énorme sacrifice. » « Ce n'est pas un sacrifice, ma chérie, c'est une libération. » Le soir tombait, quand ils reprirent la route vers Paris. Claire observait le paysage qui défilait, songeant à cette journée qui avait tout changé. Elle avait enfin pu dire au revoir à la mère qu'elle n'avait jamais connue, et elle avait découvert un père prêt à tout donner pour honorer cette mémoire. « Papa, » dit-elle soudain. « Oui, je crois qu'elle serait fière de nous. » Gaspard sourit, les yeux brillants. « J'en suis certain, ma chérie, j'en suis certain. » Dans le rétroviseur, les collines de Touraine s'estompaient dans la brume du soir, gardant jalousement le secret d'un amour tragique qui, enfin, allait trouver sa rédemption. Le bureau de Maître Fontaine, notaire de la famille Montrevaux depuis 3 générations, baignait dans cette atmosphère feutrée propre aux études parisiennes du 7e arrondissement. Gaspard et Claire étaient assis face au vieil homme qui étudiait les documents de succession avec une attention méticuleuse. « Monsieur Montrevaux, » dit-il en relevant ses lunettes, « êtes-vous certain de vouloir procéder à cette donation intégrale ? 90% de votre patrimoine transféré à votre fille, puis immédiatement transformé en fondation, c'est du jamais vu. » « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, Maître Fontaine. » Le notaire se tourna vers Claire. « Et vous, mademoiselle, comprenez-vous bien les responsabilités que cela implique, diriger une fondation de cette envergure ? J'aurai de l'aide ?» Claire jeta un regard à Gaspard. « Et une motivation qui vaut toutes les compétences du monde. Très bien. Dans ce cas, nous procéderons à la signature officielle la semaine prochaine, mais je dois vous prévenir, une telle donation va attirer l'attention des médias, du fisc, de vos concurrents. » « Justement, » interrompit Gaspard, « j'aimerais que vous organisiez une conférence de presse pour annoncer la création de la fondation Ariane Vaillancourt. Il faut que cette démarche soit parfaitement transparente. » Une semaine plus tard, la grande salle de réception de l'hôtel Meurice était bondée. Journalistes, personnalités du monde des affaires, représentants d'associations caritatives s'étaient déplacés pour assister à ce qui s'annonçait comme l'événement économique de l'année. Claire, élégante dans un tailleur bordeaux, couleur choisie en hommage à la ville qu'aimait Ariane, se tenait aux côtés de Gaspard face à un parterre de caméras et de micros. « Mesdames et messieurs, » commença Gaspard d'une voix ferme, « il y a un mois, je vous révélais l'existence de ma fille Claire, retrouvée dans des circonstances que vous connaissez. Aujourd'hui, je viens vous annoncer notre décision commune de transformer cette tragédie familiale en force positive. » Il marqua une pause, balayant l'assistance du regard. « L'Empire Montrevaux, construit sur 4 générations, va être intégralement transformé en fondation caritative, la fondation Ariane Vaillancourt, du nom de la mère de Claire, assassinée il y a 28 ans par mon propre père. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le mot « assassiné » n'avait jamais été prononcé publiquement jusqu'alors. « Henri Montrevaux, » continua Gaspard, sa voix se durcissant, « a fait enlever et séquestrer Ariane Vaillancourt parce qu'il désapprouvait notre union. Elle est morte en couches, dans des conditions atroces, après 8 mois de captivité. » Une journaliste leva la main. « Monsieur Montrevaux, pourquoi révéler cela maintenant ? Votre père est mort depuis des années. Parce que le silence est complice du crime. Parce que trop de femmes subissent encore aujourd'hui ce qu'Ariane a subi. Et parce que ma fille et moi avons décidé que la fortune construite sur cette tragédie devait servir à empêcher que d'autres tragédies similaires se reproduisent. » Claire prit le relais. Sa voix claire résonnant dans la salle silencieuse, la fondation Ariane Vaillancourt sera basée à Bordeaux et disposera d'un budget initial de 800 millions d'euros. Notre mission sera triple: accueillir et protéger les femmes victimes de violences, poursuivre en justice leurs agresseurs
et sensibiliser la société à ces fléaux trop souvent occultés. Mademoiselle Beaumontel, cria un journaliste du Figaro, n'est-ce pas troublant de porter le nom de la fondation de votre mère alors que vous ne l'avez jamais connue? Ma mère biologique est morte pour me donner la vie. La moindre des choses est de vivre pour honorer sa mémoire. Je n'ai pas eu la chance de grandir avec elle, mais j'ai celle de poursuivre son combat. Quel combat? Demanda une autre journaliste. Gaspard sortit de sa poche une enveloppe usée. Ariane tenait un journal pendant sa captivité. Nous l'avons retrouvé récemment. Je vais vous en lire un extrait. Il déplia une feuille de papier, et sa voix se fit plus grave. 15 janvier 1996. 7e mois de grossesse. Je sens que je ne survivrai peut-être pas à l'accouchement. Si ma fille vit, j'espère qu'elle saura un jour que sa mère n'a jamais cessé de croire en l'amour et en la justice. J'espère qu'elle se battra pour que plus jamais une femme ne vive ce que je vis. Que plus jamais un homme ne puisse acheter le silence et l'impunité. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Plusieurs journalistes baissèrent leurs appareils photos, visiblement émus. Voilà pourquoi nous créons cette fondation, reprit Gaspard. Pour que la voix d'Ariane continue de porter, pour que son combat devienne le nôtre. Un journaliste d'investigation se leva. Monsieur Montrevaux, avez-vous des preuves de ces accusations contre votre père? Des témoins? Les preuves sont mortes avec lui et avec Sabine Beaumontel, la femme qui a élevé ma fille, mais nous avons retrouvé des documents financiers, des témoignages d'époque, des éléments qui corroborent notre version. Comptez-vous porter plainte? Demander une enquête officielle? Gaspard et Claire échangèrent un regard. Non, répondit Claire. Henri Montrevaux est mort. Une enquête ne ramènerait pas ma mère. En revanche, transformer sa fortune en instrument de justice. C'est une vengeance que même la mort ne peut empêcher. Et vous, monsieur Montrevaux, insista le journaliste, et comment vivez-vous le fait d'accuser publiquement votre propre père? Gaspard ferma les yeux un instant, cherchant ses mots. Mon père était un homme intelligent, brillant en affaires, respecté socialement, mais c'était aussi un monstre. Il a détruit la femme que j'aimais par pur snobisme. Il m'a volé 28 ans avec ma fille. Il a privé Claire de ses vrais parents. Sa voix tremblait légèrement. Pendant des décennies, j'ai vénéré sa mémoire, essayé de me montrer digne de son héritage. Découvrir la vérité a été comme recevoir un coup de poignard. Mais cette douleur, je la transforme en action. Chaque euro de la fortune qu'il a bâtie servira désormais à réparer le mal qu'il a fait. Concrètement, demanda une journaliste de Libération, que va devenir le groupe Montrevaux? Les entreprises industrielles seront vendues, expliqua Claire. Les fonds serviront à financer la fondation et à indemniser d'éventuelles autres victimes de Henri Montrevaux que nous pourrions découvrir. Et le patrimoine immobilier, la propriété du Val-de-Loire, où ma mère a été séquestrée, deviendra un centre de formation pour les forces de l'ordre sur la prise en charge des victimes de violences. Le domaine de Bordeaux abritera le siège de la fondation. Et vous, personnellement, insista un journaliste de Paris Match, comment allez-vous vivre? Gaspard sourit pour la première fois depuis le début de la conférence. Nous gardons de quoi vivre confortablement. Une maison à Neuilly, quelques investissements, mais surtout, nous avons ce qui nous a manqué pendant 28 ans. Une famille. Hosting. Il posa sa main sur l'épaule de Claire. J'ai passé ma vie à accumuler des richesses pour combler un vide affectif. Maintenant que j'ai retrouvé ma fille, l'argent n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est de donner un sens à notre histoire. Mademoiselle Beaumontel, cria un journaliste de RTL, n'avez-vous pas peur d'être instrumentalisée? Votre père se rachète une conduite sur votre dos? Claire se raidit, mais répondit calmement. Mon père n'a rien à se racheter. Il est aussi victime que moi des crimes de Henri Montrevaux. Cette décision, nous l'avons prise ensemble, en égaux. Et si quelqu'un s'enrichit dans cette histoire, ce sont les futurs bénéficiaires de la fondation. Une dernière question, lança un journaliste du Monde. Quel message voulez-vous faire passer aux femmes qui nous écoutent? Claire se leva, s'approchant des micros. Que le silence tue, que la honte doit changer de camp, que l'argent et le pouvoir ne doivent plus jamais pouvoir acheter l'impunité. Sa voix se fit plus forte. Ma mère est morte dans le silence. Victime d'un homme qui pensait que sa richesse lui donnait tous les droits, 28 ans plus tard, cette même richesse va servir à protéger d'autres femmes. C'est ça, la vraie justice. Les applaudissements éclatèrent spontanément dans la salle. Plusieurs journalistes se levèrent, suivis par l'ensemble de l'assistance. Claire sentit les larmes monter à ses yeux. Quand le calme revint,
Gaspard reprit la parole. La Fondation Ariane Vaillancourt ouvrira officiellement ses portes le 12 avril prochain, le jour anniversaire de la naissance de ma fille, le jour où la mort d'Ariane donnera enfin naissance à quelque chose de beau. Après la conférence, père et fille se retrouvèrent seuls dans une suite de l'hôtel, épuisés mais soulagés. « Tu crois qu'on a bien fait ?» demanda Claire en se laissant tomber dans un fauteuil. « On a fait ce qu'il fallait faire. Ariane aurait été fière de nous. Et Henri, tu crois qu'il aurait compris ?» Gaspard réfléchit longuement. Henri était peut-être capable d'amour à sa façon, mais son orgueil était plus fort que tout. Non, il n'aurait pas compris. Et c'est tant mieux. Claire sourit tristement. Au moins, maintenant, tout le monde sait. Plus de secrets, plus de mensonges, plus de secrets, confirma Gaspard. Juste la vérité. Et l'espoir que cette vérité serve à quelque chose. Le lendemain matin, tous les journaux français titraient sur la Révolution Montrevault. L'histoire de Claire et Gaspard faisait la une, suscitant admiration, émotion et quelques critiques acerbes de ceux qui y voyaient un coup de communication. Mais dans un petit appartement de Marseille, Nathalie Dubois, 34 ans, battue par son mari depuis 6 ans, décrocha son téléphone et composa le numéro d'urgence de la future fondation Ariane Vaillancourt. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'espoir de s'en sortir. 6 mois plus tard, le soleil de mai caressait les façades ocres du château Pichon-Baron, désormais siège de la fondation Ariane Vaillancourt. Claire se tenait dans le grand salon transformé en centre d'accueil, observant l'effervescence qui régnait dans les lieux. Des femmes de tous âges allaient et venaient, certaines accompagnées d'enfants, d'autres seules, toutes portant dans leurs yeux cette lueur d'espoir retrouvée qu'elle avait appris à reconnaître. Mademoiselle la directrice, Martine, l'ancienne assistante sociale devenue coordinatrice générale, s'approcha avec un dossier. « Nous avons 15 nouvelles demandes d'hébergement cette semaine. Il va falloir envisager l'extension du bâtiment annexe. » Claire sourit, ces mots qu'elle redoutait tant au début, « Mademoiselle la directrice », lui semblaient désormais naturels. 6 mois qu'elle dirigeait la fondation, 6 mois qu'elle donnait un sens à sa vie. Faites établir les devis, le budget le permet. Et pour la formation des forces de l'ordre au Val-de-Loire. Parfaitement organisée, 120 gendarmes et policiers formés le mois dernier, 150 prévus en juin, les retours sont excellents. Claire parcourut les chiffres avec satisfaction. En 6 mois, la fondation Ariane Vaillancourt avait secouru 342 femmes, poursuivi 89 agresseurs en justice avec un taux de condamnation de 76%, et sensibilisé plus de 15 000 personnes lors de ses campagnes nationales. Claire, la voix familière de Gaspard résonna depuis l'entrée du château. « Tu as 1 minute. » Elle le trouva dans l'ancien salon de musique, maintenant transformé en bureau de direction. À 53 ans, son père avait retrouvé une sérénité qu'elle ne lui avait jamais vue. Plus de cernes sous les yeux, plus de cette tension perpétuelle qui l'habitait. Il portait un jean et une chemise blanche. Tenue impensable pour l'ancien PDG de Montrevault Industries. « Comment s'est passée ta matinée ?» demanda-t-elle en l'embrassant sur la joue. « Productive, j'ai visité le nouveau centre de Toulouse avec l'équipe juridique, 10 places d'hébergement d'urgence, 4 avocates spécialisées, une psychologue à plein temps. Il ouvre la semaine prochaine. » Gaspard s'était découvert un talent insoupçonné pour la coordination administrative. Lui qui dirigeait un empire industriel se passionnait maintenant pour l'organisation de centres d'accueil, la formation du personnel, la logistique des interventions d'urgence. Et toi, cette réunion avec les mécènes? Excellente. La Fondation Rothschild double sa contribution et nous avons 3 nouveaux partenaires, de quoi financer l'extension lyonnaise. Ils s'installèrent dans les fauteuils face aux grandes fenêtres donnant sur les vignes. Au loin, les tours de Bordeaux se dressaient dans la brume de chaleur, témoins d'une ville qui avait adopté leur cause. « Tu sais ce qu'on m'a dit aujourd'hui ?» Gaspard sortit une lettre de sa poche. Nathalie Dubois, notre première bénéficiaire, vient de décrocher un CDI dans une librairie de Marseille. Elle vit avec ses 2 enfants dans un appartement qu'elle paie de ses propres deniers. Plus aucune trace de son ex-mari. Claire sentit sa gorge se serrer d'émotion. « C'est merveilleux. Combien n'en avons-nous sauvé comme elle ?» Impossible à chiffrer. Chaque femme qui trouve le courage de partir en inspire d'autres. Chaque témoignage libère d'autres paroles. C'est un cercle vertueux. Un silence complice s'installa entre eux. 6 mois qu'ils travaillaient côte à côte, père et fille, unis dans un combat commun, leur relation s'était naturellement construite. Mélange d'affection familiale et de respect professionnel.
Papa, Claire hésita. Tu ne regrettes jamais cette vie d'avant? Le pouvoir, l'argent. Gaspard éclata de rire. Tu plaisantes? J'ai passé 28 ans à construire un empire pour impressionner un père qui méprisait tout ce que j'étais vraiment. Maintenant, je construis quelque chose qui a du sens, avec ma fille. Non, je ne regrette rien. Même pas le confort, les voyages en jet privé, les relations mondaines. Surtout pas ça. Il désigna par la fenêtre une femme qui sortait du centre d'accueil avec ses bagages, souriante, accompagnée d'une assistante sociale. Tu vois cette dame, elle s'appelle Françoise. 56 ans, battue pendant 15 ans par un mari qui la terrorisait. Hier, elle a signé son bail pour un studio, son premier appartement à elle depuis son mariage, quand elle m'a serré la main. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que tous mes contrats industriels ne m'avaient jamais donné. Quoi? La gratitude, la vraie, pas celle qu'on achète ou qu'on impose, celle qui vient du cœur. Claire observa son père avec tendresse. Cet homme qui avait dominé le monde des affaires trouvait maintenant son bonheur dans les sourires reconnaissants de femmes brisées qui reprenaient goût à la vie. « Et toi ?» demanda-t-il. « Heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. J'ai trouvé ma place, ma mission. Et surtout, elle lui prit la main. J'ai trouvé mon père. Notre histoire est folle. Tu ne trouves pas ?» Gaspard serra ses doigts. « Nous rencontrer comme ça, tomber dans ce piège du destin, ce n'était pas un piège, c'était Ariane qui nous guidait l'un vers l'autre. Tu y crois vraiment? J'en suis certaine. Sinon, comment expliquer que j'ai postulé exactement dans ton entreprise? Que Sabine ait gardé le secret jusqu'au moment précis où il fallait le révéler, que nous ayons ressenti cette connexion immédiate. L'amour d'une mère qui veille sur sa fille, même depuis l'au-delà. Exactement. Martine frappa discrètement à la porte. « Excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. Une journaliste du Figaro. Elle fait un reportage sur l'évolution de la fondation. Faites-la entrer. » La journaliste, une femme d'une quarantaine d'années au regard intelligent, s'installa face à eux avec son magnétophone. « Madame Montrevaux, Monsieur Montrevaux, Mademoiselle Beaumontel, » corrigea doucement Claire. « J'ai gardé le nom de ma mère adoptive. Pardonnez-moi, 6 mois après la création de votre fondation, quel bilan tirez-vous ?» Claire et Gaspard échangèrent un regard. « Un bilan qui dépasse toutes nos espérances, » répondit Claire. « Nous pensions accueillir une 50aine de femmes la première année. Nous en sommes à plus de 300 en 6 mois. » « Et pas seulement en France, » ajouta Gaspard. « Nous recevons des demandes de Belgique, de Suisse, d'Espagne. L'effet Ariane Vellancourt dépasse nos frontières. L'effet Ariane Vellancourt. C'est comme ça que les médias appellent la libération de la parole des femmes victimes de violences depuis notre conférence de presse. Le courage d'Ariane, révélé 28 ans après sa mort, inspire d'autres femmes à briser le silence. Vous sentez-vous héritier d'un mouvement plus large? Nous sommes les héritiers d'une femme exceptionnelle, répondit Claire. Ariane Vellancourt n'a pas pu changer le monde de son vivant, mais sa mémoire le change aujourd'hui. Quels sont vos projets d'avenir? Gaspard se leva et se dirigea vers une carte de France punaisée au mur, où des épingles rouges marquaient les centres existants, et des épingles bleues les projets d'extension. D'ici la fin de l'année, nous aurons 15 centres en France. L'an prochain, nous ouvrirons en Belgique et en Suisse. Notre objectif: qu'aucune femme en détresse ne soit à plus de 100 km d'un refuge Ariane Vellancourt. Et au niveau international, nous étudions des partenariats avec des ONG européennes. L'idée, c'est de créer un réseau continental de protection des femmes. Une dernière question, dit la journaliste en refermant son carnet. Que diriez-vous à Ariane Vellancourt si elle pouvait vous entendre? Le silence se fit dans la pièce. Claire sentit les larmes monter à ses yeux. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir donné la vie. Merci d'avoir cru en l'amour malgré la haine. Merci d'avoir semé des graines qui fleurissent aujourd'hui. Et merci de nous avoir réunis, » ajouta Gaspard. « Ta mort nous a séparés, mais ta mémoire nous a retrouvés. » Quand la journaliste fut partie, Claire et Gaspard décidèrent de faire leur promenade rituelle dans les vignes. C'était devenu leur moment privilégié, celui où ils parlèrent d'Ariane, de Sabine, de leurs projets, de cette famille qu'ils construisaient jour après jour. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» dit Gaspard en observant le coucher de soleil sur les vignobles. « Dis-moi, hier soir, quand tu m'as appelé papa pour me dire bonne nuit, comme n'importe quelle fille avec son père, naturellement sans arrière-pensée. » Claire sourit. «
C'est vrai que c'est devenu naturel. Au début, j'y pensais. Maintenant, ça sort tout seul. On a réussi, tu sais, à construire cette famille qu'Ariane voulait nous voir former. On a même fait mieux. On a construit une grande famille. Toutes ces femmes que nous aidons, c'est notre famille élargie. Ils arrivèrent devant une petite chapelle restaurée au cœur du domaine. Claire en poussa la porte et alluma un cierge devant la plaque commémorative qu'ils avaient fait poser à la mémoire d'Ariane Vaillancourt, 1972-1996. Mère, combattante, inspiration éternelle. Maman, murmura Claire, nous voilà, papa et moi, ensemble, comme tu le voulais. Nous n'oublierons jamais ton sacrifice, et nous continuerons à nous battre en ton nom. Gaspard posa sa main sur l'épaule de sa fille. Nous continuerons jusqu'à ce qu'aucune femme ne vive ce que tu as vécu. C'est notre promesse. En sortant de la chapelle, ils croisèrent un groupe de bénéficiaires qui prenaient l'air dans les jardins, enfants qui riaient en courant entre les rosiers, femmes qui discutaient paisiblement sur les bancs, adolescentes qui découvraient qu'on pouvait vivre sans violence. « Regarde-les, » dit Claire. « Regarde comme elles sont apaisées. » C'est ça, le miracle Ariane. Transformer la souffrance en sérénité. Le téléphone de Claire sonna. Une urgence à Marseille. Une femme en danger qui demandait de l'aide. En quelques minutes, elle avait mobilisé l'équipe d'intervention, organisé l'hébergement d'urgence, contacté les services sociaux. Encore une vie à sauver, dit-elle en raccrochant. Encore une victoire d'Ariane. La nuit tombait sur Bordeaux quand ils rentrèrent au château, dans le hall d'accueil. Quelques femmes regardaient la télévision en buvant un thé. L'une d'elles, très jeune, berçait un bébé endormi. « Bonsoir, madame la directrice », dit-elle timidement à Claire. « Je voulais vous remercier. Grâce à vous, mon fils grandira sans violence. » Claire s'approcha et caressa doucement la joue du bébé. « Comment s'appelle-t-il »« Gabriel. C'est un beau prénom. Cela signifie « force de Dieu ». Je sais, je voulais qu'il porte un nom fort, pour qu'il n'ait jamais peur de rien. Claire regarda cette mère courage qui reconstituait sa vie, puis son père qui observait la scène avec émotion. Oui, Ariane serait fière de voir que sa mort avait donné naissance à tant de vies nouvelles, fière de constater que l'amour triomphait finalement de la haine, que la générosité effaçait la cruauté, que l'espoir renaissait toujours de la tragédie. Dans le silence de cette nuit bordelaise, Claire sentit une présence bienveillante l'envelopper. Une femme aux yeux verts qui souriait, enfin apaisée. « Merci, maman », murmura-t-elle, « pour tout. » Le vent qui soufflait dans les vignes semblait porter une réponse.